Dans la vidéo du jour, nous allons recevoir Antoine Moutinho de Block Unity. Nous aborderons les meilleurs indicateurs pour essayer de timer les tops et les bottoms de marché. Donc ça peut être une vidéo très intéressante à regarder pour inclure des indicateurs dans sa stratégie globale et pouvoir mieux sortir que la plupart des personnes. On parlera aussi du marché actuel avec les meilleurs narratifs et les écosystèmes à surveiller. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et si vous avez des idées de personnes que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'interview d'Antoine Moutinho. Salut Antoine, bienvenue sur la chaîne, comment vas-tu? Hello, hello, merci pour l'accueil, ça va très très bien. J'espère que toi aussi, dans cette condition de marché dont on va discuter après. J'espère que tu vas bien. Oui, tout va bien de mon côté. Donc, si tu le veux bien, on va commencer par une petite présentation de toi, à savoir qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément. Donc, je te demanderai tout simplement de te présenter de la façon dont tu le souhaites. Alors, pour ma part, Antoine Moutinho, ancien ingénieur dans l'informatique, dans les réseaux informatiques, sécurité réseau. Gros passif tech, mais j'ai aussi fait beaucoup de sport. J'ai fait pas mal de sport au niveau qui m'ont appris beaucoup de choses très utiles pour ce que je fais aujourd'hui. Euh, Dans la crypto depuis 2017, j'ai pu voir pas mal de choses se construire au niveau de l'écosystème crypto et d'autres choses échouer, donc c'est aussi sympa pour l'expérience. Et puis maintenant, du coup, ça fait 4 ans, allez, un peu plus de 3 ans que je construis Block Unity, dont on va aussi discuter après sans doute. Et donc voilà, un gros pied dans l'écosystème crypto et toujours un plaisir de construire là-dedans tous les jours. Et voilà. Mais gros passif tech pour ma part. Avec, on va dire, trading, investissement auto-formé depuis 5-6 ans, mais gros passif tech à la base. Ok, ok, ouais, bah, c'est souvent le cas de manière des personnes qui sont internes à l'écosystème. Il y a soit ce passif tech, soit le passif j'arrive dedans pour gagner de l'argent et au final, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Toi, ça a l'air d'être un peu un mix des deux du coup. Ouais, ouais, je suis arrivé par le penchant tech, mais forcément, on est quand même à un moment tous là pour une raison, mine de rien, financière, à un moment ou l'autre. Forcément, tu apprends à connaître le marché. Et puis, si tu veux faire des trucs technologiquement stables et intéressants dessus, tu es aussi obligé de comprendre comment ils fonctionnent. Ça va de pair, en fait, quoi. Ok, et du coup, pour la suite de ta présentation, j'ai inventé un petit jeu, enfin, j'ai repris un petit jeu qui s'appelle le Tu préfères. Donc, je vais te donner un choix Ok, entre deux réponses et tu me diras laquelle tu préfères. Je pense que ça peut montrer un peu ta personnalité d'une autre manière, si ça te va. ok, vas-y, excellent. Ok, donc la première question, est-ce que tu préfères perdre ton meilleur client ou ton meilleur employé? Ah, bah, perdre le meilleur client, hein, parce qu'un employé, se remplace pas comme ça. Ok, la deuxième, que ton site web soit en ligne une semaine ou que ton Twitter soit piraté? Hmm. Allez, aïe, aïe, aïe. Allez, le Twitter. Mhm. Ensuite, que tous tes salariés soient des membres de ta famille ou que ton associé soit ton pire ennemi. Allez, va pour les membres de la famille. Ensuite, est-ce que tu es plus analyse on-chain ou analyse fondamentale? Ah, hmm. On-chain pour Bitcoin, fondamental pour ce qui ne l'est pas. Ok. Est-ce que tu préfères investir toutes tes économies dans Bitcoin ou les confier à un banquier qui te dit fais-moi confiance? Oui, 100%. Est-ce que tu es plus Satoshi ou Elon Musk? Ah, ah, aïe, aïe. Allez, Elon Musk, mais avec des pincettes. Tu préfères Surfing Bitcoin ou ETHCC? Ah, elles sont bien tes questions. Euh, le THCC pour l'aspect tech, Avant-dernière question, tu es plus NFT ou même coin? NFT.
Et la dernière, la plus importante, pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat de chez moi. OK, bah, c'était assez cool et assez marrant que tu répondes à ces questions. Maintenant, je voulais revenir plus sur toi et plus sur ton profil et ton rôle d'entrepreneur. Et je voulais savoir si le rôle d'entrepreneur en crypto, c'était quelque chose de plus compliqué et plus difficile que dans d'autres domaines. Parce que forcément, tu vas avoir la réglementation qui est pas encore forcément au point partout. Tu vas avoir aussi la saisonnalité avec les possibles bear markets que tu dois anticiper. Voilà, tu peux avoir pas mal de bâtons dans les roues. Donc, je voulais savoir si, selon toi, c'était encore plus difficile d'être entrepreneur en crypto et en Ouais, blockchain. effectivement, tu as déjà évoqué des sujets importants à bien prendre en compte quand on entreprend dans la crypto. Donc, pour moi, oui, globalement, c'est un milieu où c'est plus difficile que la moyenne, on va dire, pour entreprendre. Parce que tu l'as dit, régulation assez instable, très floue, donc tu vas aller t'embêter à te réguler sur certains points et tu vas voir que X mois plus tard, et ben, c'est de nouveau caduc et il faut refaire des choses. Ça coûte cher, en plus de prendre du temps à la régulation. Euh, la crypto, ça reste aussi un petit peu quand même un milieu de requins, dans le sens où bah, voilà, on sait, il y a beaucoup de scams, beaucoup de choses voilà, compliquées en crypto. Bah, ça touche aussi à certains moments les entrepreneurs du milieu. Euh, Par moment, quand tu parles de ça à des personnes qui sont extérieures à l'écosystème, bah, tu peux aussi faire face à la réputation du secteur qui s'améliore d'année en année, mais voilà, tu sais que ça peut être parfois difficile à certaines personnes de parler rien que de Bitcoin. Alors, si tu leur dois leur expliquer que tu gères des données, etc., du milieu pour les marchés financiers, que c'est tout un écosystème à part entière, ça peut des fois être une petite barrière aussi. Et puis ouais, la cyclicité de marché, je pense que c'est une des choses les plus dures à gérer dans la crypto, dans l'entrepreneuriat crypto, on va dire. Parce que tu as beau connaître un petit peu les timings, ou du moins les cycles de marché, etc., tu peux jamais vraiment complètement anticiper. Chaque cycle a son lot de particularités et de surprises. Et ça, vraiment, pour les trésoreries d'entreprise et pour scaler correctement, c'est c'est vraiment quelque chose de compliqué. Alors, pour le coup, nous, on a beaucoup construit en bear market. Du coup, on a commencé par le pire. Donc, bon, au moins, bon, voilà, je pense que c'est même mieux de commencer par là parce que commencer en bull market et tu ne sais pas comment gérer ta trésorerie après, c'est impossible. Au moins, si tu as directement l'expérience du bear market, tu sais mieux continuer après. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment pas évident et c'est ce qui coule beaucoup de boîtes dans le secteur. Mais bon, en tout cas, il y a quand même des belles opportunités aussi dans le milieu. Tu peux innover, tu peux beaucoup innover. C'est plus accessible, on va dire, l'innovation que dans certains secteurs plus traditionnels. Mais, euh, mais ouais, il y a sa dose de bâton, comme tu dis là. Ok, oui, c'est ce qui m'était un peu remonté. C'est vrai que j'avais eu Cam Hendrix de Chorus One et qui me disait que même pour un validateur aussi, c'était compliqué et qu'il fallait justement mettre pas mal de côté pour pouvoir anticiper 2 voire 3 ans dans le dur pendant le bear market où forcément les revenus sont moindres et tu as quand même ton infrastructure qui doit tourner, payer les différents salaires et du coup que c'est surtout cette cyclicité de marché qu'il fallait bien apprivoiser et bien comprendre, sinon c'était très compliqué de bien s'en sortir. Ouais, ouais, puis tu peux être des fois un petit peu dépendant de ce que font la concurrence aussi, parce que si la concurrence vient cramer sa trésor pour innover 2 fois plus vite, et que toi, justement, tu veux faire une gestion des coûts intelligente, etc., et du coup, tu te mets un petit frein, quoi, pour garder ta trésor, et bah, tu dois faire des choix qui sont pas toujours évidents. Ouais. C'est compliqué stratégiquement, ouais, comme milieu. Ouais, je comprends, je comprends. Du coup, je voulais passer sur ta boîte, du coup, Block Unity. Est-ce que tu peux nous en parler et aussi nous dire pour qui est fait cet outil, si c'est plus pour un investisseur, plus pour un trader ou alors pour les deux? Ouais, alors, Block Unity, chez nous, déjà, on distingue 2 choses. On distingue une partie vraiment d'outils d'aide à la décision pour les marchés financiers, qu'on appelle plus Unique Data. C'est en gros des indicateurs, des métriques de trading, d'investissement long terme que tu vas pouvoir trouver directement sur TradingView.
Et on a la plateforme vraiment Blocknity, du coup, le cœur du projet, là où c'est une plateforme d'analyse de marché qui a pour but de faire de l'agrégation de données, en fait. Donc, l'objectif principal, c'est d'unifier du moins une grande majorité des besoins que tu peux avoir en termes de données, d'outils, de services pour tes analyses de marché crypto. Et donc ça fait maintenant 3 ans, plus de 3 ans qu'on travaille dessus. Et un mois, pardon, que c'est officieusement lancé. On n'a pas encore fait notre com, mais en tout cas, c'est là et c'est live. Et ouais, tu peux trouver énormément de choses, des screeners de marché, tout un tas de données différentes, des choses pour t'aider dans ton trading, des données on-chain. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Et ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à un scope assez large en termes de profil, mais pas des traders actifs, pour le coup, pas des day traders, par exemple, mais plus pour des pères de famille, investissement moyen-long terme, c'est vraiment parfait, ou des gens qui gèrent des positions semi-actives, on va dire, sur de l'hebdomadaire ou du mouvement swing en trading. Là, ça se fait aussi. Mais voilà, plutôt même accès débutant, donc des gens qui n'ont pas forcément une grande expérience sur le marché crypto, qui ont besoin d'une plateforme un peu tout en un pour unifier leurs besoins. Et puis voilà, mais après, même les plus expérimentés trouveront aussi matière pour les aider dans leur crypto quotidien, on va dire, quoi. Ok, et je voulais savoir pour les données on-chain, quelles sources vous utilisez? Est-ce que vous allez utiliser par exemple des Messari, des Glassnode, aller directement les chercher, utiliser peut-être un Oracle? Je ne sais pas, je me demandais quelles étaient vos sources. Ouais, c'est marrant que tu dises Oracle parce qu'on avait ça à l'étude il y a quelques mois. Ça n'a pas abouti finalement, mais peut-être pourquoi pas pour la suite d'ailleurs. Mais non, pour l'instant, on a 2 sources assez traditionnelles, on va dire. Ce sont des autres plateformes on-chain que tu peux trouver et que tu vois fréquemment passer. Et on a aussi notre propre Bitcoin Node où on fait nos petites expérimentations dessus et on fait des petites choses de ce côté-là. Mais ça, c'est plus en mode labo, on va dire, quoi. On fait nos petites choses vraiment tech dessus sur le node et après on a nos sources classiques où on va par API avoir nos données, quoi. Ok, et je voulais savoir justement, concernant les données, quelle importance tu leur mettais? Pour moi, c'est un peu le nouvel ordre numérique. On voit que c'est énormément utilisé par les GAFAM. Avec l'arrivée de l'IA, on voit que c'est de plus en plus utilisé. Donc, je voulais avoir un peu ton avis sur si, selon toi, les données, justement, c'était un peu le nouvel ordre numérique. Ouais. Les données, elles sont à peu près au cœur de, on va dire, toutes les innovations majeures des derniers moments, que ce soit sur du marketing, sur de l'IA, sur de la finance. Tous ces secteurs-là, tu as besoin de données pour voilà, prendre toujours des décisions plus éclairées. Sur le marché financier, dans la crypto, ça te permet vraiment d'évaluer les tendances, les performances, anticiper aussi les mouvements futurs, parce que finalement, ce qu'on cherche un peu tous à faire. Donc, ouais, la donnée, c'est essentiel pour faire finalement sur les marchés financiers. Euh, ça se met sous plusieurs formes. Donc, après, comme tu dis, si vraiment on regarde dans le secteur crypto, tu vas avoir données de marché, données techniques, données d'indicateurs techniques, données sentimentales par rapport à des réseaux sociaux et des choses comme ça, données on-chain. Tout ça, nous, on vient l'unifier du coup dans Blocknity. Et effectivement, tout n'a pas la même importance, comme tu dis. On a forcément toujours envie de regarder pas mal de choses au niveau des données fondamentales parce que ça a un impact généralement sur le long terme du projet. En mode, ça dépend comment les jetons sont distribués, est-ce qu'il y a des unlocks, comment sont faits les vestings. Ces choses-là, généralement, ça a un impact quand même moyen-long terme sur l'actif. Maintenant, on le sait bien qu'en crypto, le fonda ne fait pas le prix. Donc, ça reste le marché qui décide à la fin. Donc, forcément, les données techniques, on va dire, donc qui sont issues d'indicateurs de trading ou de métriques bien spécifiques, peuvent avoir des impacts plus élevés chez nous.
parce que voilà, elles vont refléter une donnée qui n'est justement pas sentimentale. Et on sait que ce qui fait les marchés et ce qui fait que beaucoup de gens perdent justement sur les marchés, c'est l'aspect émotionnel et les sentiments qu'ils y mettent. Donc ouais, ces données techniques ont un peu plus, sont un peu plus appuyées chez nous. Et l'on-chain, jusqu'à maintenant, c'est un petit peu les données qui ne mentent pas. Ça permet vraiment de voir ce qui se passe au plus profond de la technicité, on va dire, de la blockchain et de comprendre vraiment les différents mouvements, les différents impacts de prix, etc. Maintenant, l'on-chain, à proprement parler, ça se fait quand même essentiellement sur Bitcoin aujourd'hui. Ça arrive de plus en plus sur d'autres actifs, mais ça reste encore un peu timide, on va dire. Donc, forcément, on va dire les possibilités sont un peu plus réduites. Mais ouais, l'on-chain, tu peux faire beaucoup de choses vraiment sympas avec ça. Et globalement, ça te permet quand même plutôt bien de te situer dans les cycles. Mais voilà, avec les nouvelles tendances actuelles, on peut quand même se poser des questions. En tout cas, ouais. Non, les données, c'est très important et ça ressemble vraiment à l'or numérique. Après, peut-être une petite différence avec l'or, c'est que si elles sont bien exploitées, les données, c'est un peu une source renouvelable, dans le sens où plus tu les collectes, plus tu les analyses, plus tu deviens, on va dire, efficace dans la compréhension des marchés, bah plus tu montes en puissance, on va dire, quoi. Donc, c'est quand même, ouais, c'est un secteur hyper intéressant dans lequel tu vois tout le temps des nouvelles choses. Tu vas tout le temps avoir des nouvelles sources de données, nouveaux types de données qui vont apparaître et tu t'ennuies jamais pour les traiter. Ok, c'est marrant que tu m'aies dit que pour les données on-chain, c'était principalement sur Bitcoin, parce que j'ai une interview qui n'est pas encore sortie, que j'ai fait avec Prof Chen, qui du coup du journal Cryptos, et c'est vrai que lui fait beaucoup de données on-chain. Il m'a dit qu'il était principalement sur Bitcoin et aussi sur Monero, parce que ça lui permettait d'avoir de la confidentialité. Et c'est vrai qu'il allait très peu sur les autres altcoins, donc ça confirme un peu ce côté que tu me dis, que le on-chain, c'est principalement pour voir le Bitcoin, parce que c'est ce qui permet de, on va dire, voir comment le marché fonctionne. Après, je pense que ça peut aussi, avec peut-être de la TVL, montrer comment fonctionnent certains protocoles de DeFi pour voir s'il n'y a pas trop de vent derrière et pas trop de fausses transactions. Mais c'est vrai que c'est intéressant que tu aies remonté un peu la même chose que lui et que ça a été confirmé justement par quelqu'un qui est spécialiste de l'analyse on-chain. Oui, bah après, voilà, c'est clair qu'en fait, sur Bitcoin, on a beaucoup plus de profondeur aussi et d'historique. Donc, c'est ce qui permet de faire des données on-chain beaucoup plus viables aussi. Puis finalement, des layers comme Bitcoin, où tu peux vraiment aller à la source de la donnée, il n'y en a pas non plus 300 dans l'écosystème crypto. Donc, ça réduit forcément ton champ. Et puis les vrais OG et les gars qui sortent des données on-chain nouvelles, on va dire aujourd'hui, c'est quand même plutôt des bitcoiners, quoi, et tout. Donc, forcément, ça va plus loin sur l'écosystème Bitcoin qu'ailleurs. Mais ça vient, franchement, on voit des choses arriver des fois sur de l'altcoin. On va dire, tu peux faire de l'on-chain au niveau des flux des exchanges, par exemple, pour les altcoins, quoi. C'est un début. Donc, ça arrive doucement, ouais. Ok, et je voulais savoir, toi qui étais un peu spécialiste de la donnée et des indicateurs, je voulais savoir quels étaient, selon toi, les meilleurs indicateurs, entre guillemets, pour timer le marché, encore entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est compliqué de savoir quand on a un top de marché ou quand on a un bottom, mais je pense que tu dois avoir peut-être des indicateurs dans ton sac qui te permettent de savoir que tu te rapproches d'une surchauffe, ou alors que là, on est plus dans un moment opportun pour acheter. Donc voilà, est-ce que tu as 2-3 indicateurs que tu pourrais nous donner? Ouais. Ouais, bah alors, on va commencer par rester sur l'on-chain alors, histoire de rester sur le sujet. Parce que forcément, comme dit, l'on-chain te permet pas de cibler timer ton marché sur un actif bien spécifique, mais en tout cas, globalement, aujourd'hui encore, c'est Bitcoin qui donne le ton global du marché crypto. C'est ce qu'on voit bien aujourd'hui, hein, tant que Bitcoin ne fait rien ou est sur une légère pente descendante, les altcoins restent dans leur coin. Si on parle hors alt season,
qu'on espère tous, mais qui pour l'instant n'est pas là. Donc, le mieux pour savoir ce qui se passe sur un altcoin, c'est finalement de regarder déjà ce qui se passe sur Bitcoin. Pour ça, on a le on-chain. Et là, sur le on-chain, tu peux avoir beaucoup de graphiques assez simples à comprendre. Parce que l'on-chain, si tu vas vraiment dedans, c'est quelque chose d'assez complexe, mais tu as beaucoup de plateformes, dont Blockfinity entre autres, et qui tendent à simplifier ces choses-là et à te présenter un graphique voilà, où n'importe qui peut comprendre. Donc, dans de la donnée, il y en a une qui est très connue, qui est le NUPL. C'est vraiment une donnée qui a pour but, en fait, si tu veux, de donner les profits en cours sur Bitcoin. Donc, estimer quel pourcentage, on va dire la proportion d'acteurs qui sont en perte ou en profit. Et donc, ça te donne un sentiment du marché. Forcément, tu sais que si tu as une grosse partie qui est un gros pourcentage qui est en profit, c'est pas tenable sur du très long terme. Donc, parce que les gens vont être plus aptes à prendre des profits, donc forcément, ça a une pression sur le cours. Donc voilà, c'est une première charte assez classique, on va dire, à regarder. Tu vas en avoir d'autres, comme des MVRV, Z-Score, des choses comme ça, qui là, pareil, font des données on-chain de base, mais qui fonctionnent jusqu'à là, même si sur le tout dernier cycle, elles n'ont pas toutes été optimales, mais voilà, comme dit, ça a toujours son lot de surprises. Et après, tu vas avoir même dans l'on-chain des simples courbes qui vont te donner soit plutôt pour identifier des tops ou des bottoms. Sur du top, tu vas avoir du terminal price, par exemple. Sur du bottom, tu peux avoir quoi tu peux avoir du balanced price. Pareil, c'est des données on-chain où on ne va pas aller dans le détail, mais ça prend différents éléments on-chain pour calculer voilà, si le Bitcoin se rapproche d'un point haut ou d'un point bas de marché. Donc ça, sur la partie on-chain. Et après, sur la partie plus traditionnelle technique, on va dire, indicateur technique, franchement, un bon vieux RSI, ça fait toujours bien le taf, qu'on le veuille ou non. Donc ouais, un bon RSI, faut savoir l'utiliser par contre, le RSI. Il y en a beaucoup qui l'utilisent quand même qui l'utilisent pas toujours bien. Un RSI en survente ne veut pas forcément dire opportunité d'achat, hein, parce qu'un truc, surtout en crypto, ça peut couler longtemps avec un RSI en dessous des 30. Mais après, tu as des indicateurs plus évolués, où forcément, nous, c'est ce qu'on construit au travers du Nix Data, donc cette partie indicateur technique qu'on fournit via TradingView, où là, du coup, nous, on va avoir des indicateurs beaucoup plus évolués pour justement timer des périodes de marché. Donc, est-ce qu'on a un marché qui est plus sur une période d'accumulation, sur une période de distribution, une période complètement neutre et où il ne se passe pas grand-chose. Et ça, c'est des indicateurs plus puissants qui vont prendre en compte plein de choses au niveau traditionnel, comme du RSI, du CCI, du MACD, des choses comme ça, plus un aspect global au marché, donc en regardant ce qui se passe au niveau des tendances d'un Total 3 ou de choses comme ça. Total 3, bon, je sais pas, peut-être il faut que j'explique que c'est un Total 3, mais c'est du coup la market cap des crypto-monnaies moins celle de Ethereum, moins celle de Bitcoin, pour avoir vraiment la market cap altcoin pure, on va dire. Et on va même prendre en compte des données on-chain dans ces indicateurs techniques-là pour vraiment filtrer au mieux possible les signaux. Et c'est des choses qui sont maintenues. Donc, quand on voit que le marché change de dynamique, c'est des choses qu'on va doucement mettre à jour aussi pour être toujours dans la meilleure condition possible, on va dire. Ok, et je voulais savoir, est-ce que vous regardez aussi le Crypto Fear Grid? Moi, c'est vrai que j'aime bien le regarder quand je commence à m'intéresser à un projet. C'est vrai que je vais aussi regarder un peu le Crypto Fear Grid. Si je vois qu'on est un peu trop en grid, je vais peut-être me dire, je vais peut-être un peu attendre sur ce projet-là, parce que là, tout le monde est un peu, justement, trop greedy et il risque d'avoir une petite correction derrière. Donc, je vais savoir si tu le regardais aussi, cet indicateur. Bien sûr, complètement. C'est pareil, c'est un indicateur qui ne ment jamais. Il a toujours raison. Ouais. Parce qu'il te donne une information, il te dit, OK, là, globalement, le marché est trop greedy. Donc, c'est pas tenable pendant des mois. Même sur un bull market, tu vas avoir des périodes de trop forte euphorie où
où on va avoir une grosse claque de volatilité sur un moins 20, un gros moins 20% en deux bougies. Donc le Fear and Greed, il est plutôt efficace pour ça. Parce qu'il permet aussi de, de trouver des bons trous de marché, on va dire, où tu vas être sur des grosses périodes de grid. Et d'un coup, justement, tu vas avoir une grosse mèche de volatilité qui va faire peur à tout le monde. Et si on est toujours dans une condition de bull market, et que justement ton Fear and Greed sort du grid, dans ces moments-là, c'est justement des points très intéressants de rachat généralement, avant qu'on reparte du coup dans la phase plus euphorique. Et puis même sur les points bas, hein, ça fonctionne très bien. Les grandes périodes de peur, comme on avait eu sur des périodes Covid ou quoi, le Fear and Greed était efficace. Après, pareil, il aura tendance. On sait que la peur sur le marché crypto, elle peut arriver dès le début d'un bear market. Et donc, on sait que les bear markets peuvent être très longs. Donc, pareil, il a aussi son lot de petits faux positifs, quoi. Donc, il peut indiquer des périodes de peur un peu tôt. Mais ça reste un très bon indicateur de base. Ok, et je voulais savoir si selon toi, un débutant devait utiliser les mêmes indicateurs qu'un expérimenté, ou alors est-ce que quand tu es expérimenté, tu, on va dire, changes d'indicateur, ou alors est-ce que tu en rajoutes? En vrai, pour moi, des débutants, ils peuvent utiliser la même chose que des pros. Euh, parce que, comme d'hab, tout dépend quoi. Je pense que pour un débutant, c'est très important de ne pas surcharger ton graphique. Parce que sinon, tu vas te perdre et tu vas plus savoir regarder, etc. Donc, commencer par des choses simples. Typiquement, comme je disais avant, un RSI, c'est très simple. C'est vraiment un oscillateur de base. Et tu as des pros avec 30 ans d'expérience de trading qui utilisent juste un RSI. Non, j'abuse, mais tu vois, qui sont très fidèles à des indicateurs très simples comme ça. Comme d'habitude, pour un trader vraiment actif, qui a la limite de faire du scalping et tout, donc sur des unités de temps très très courtes, bon, là, de base, complètement, je déconseille fortement aux débutants, quoi. Donc quand même, éviter d'aller là-dessus, éviter de faire du trading actif quand vous venez d'arriver sur le marché. C'est rarement la bonne recette. Mais pour quelqu'un qui est en mode bon père de famille, qui veut investir à moyen long terme, peut tout à fait utiliser les mêmes graphiques que des pros, que ce soit du coup sur des indicateurs techniques, que ce soit sur de la donnée on-chain. Et le pro, en fait, lui, va vraiment plus venir analyser un mouvement beaucoup plus fin, où il veut des données très spécifiques, beaucoup plus granulaires, pour aller vraiment étudier quelque chose de très précis et surfer un mouvement particulier. Ce que le débutant n'a pas du tout besoin de faire, quoi. Je veux dire, lui, il se contente sur la cyclicité globale du marché, il surfe la tendance moyen long terme, et puis généralement, ça se passe plutôt bien. Mais en vrai, ouais, ils peuvent utiliser la même chose, pas de problème. Ok, je voulais savoir selon toi si un trop nombre d'indicateurs pouvait perdre un peu les personnes, même les plus expérimentées. Parce que souvent, c'est ce que m'avait dit Crypto Edge, justement, lui Ouais. qui fait du trading, il m'avait dit clairement quand plus on a d'expérience et plus j'ai compris qu'en fait, il fallait rester simple, ne pas trop se surcharger d'indicateurs parce que ça va juste te perdre plus qu'autre chose. Est-ce que toi, tu Ouais. as un peu la même vision que lui? Ouais, non, mais clairement. Clairement, plus ton graphique est simple, plus tu vas y voir clair, finalement. En fait, nous, dans notre démarche qu'on essaie de développer, c'est vraiment de faire des indicateurs techniques qui ont vraiment, on va dire, pas mal de choses dans le moteur. Mais après, de ce que toi, tu vois, ok, tu as une zone verte, une zone rouge, ok, tu as un triangle vert et un triangle rouge, quoi. Ça se résume à ça. Faut que visuellement, ce soit simple. Parce que sinon, tu sais plus regarder, quoi. Surtout si tu es dans un moment, justement, un peu chaud sur le marché où il y a beaucoup de volatilité et il se passe beaucoup de choses. Si tu as 50 données à regarder sur ta charte, c'est dur de passer à l'action, quoi. Alors que voilà, si tu as tes 2-3 métriques de confiance, tu les as sous les yeux et voilà, pour toi, le moment est propice par rapport aux données que tu as. Bah, c'est beaucoup plus simple d'agir en conséquence, quoi. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que moi, quand je commence à voir que ça surchauffe, je regarde deux, trois indicateurs. J'essaye pas trop
d'écouter le bruit. J'essaie aussi de couper Twitter ou des réseaux sociaux comme ça qui peuvent te faire n'importe quoi. Quand au tout début, ça m'a fait vendre des cryptos alors que ça n'avait aucun sens de le faire. Donc, j'essaie aussi de me couper du bruit justement et de rester le plus focus sur ma stratégie et les indicateurs que j'essaie de suivre. Regarder des fois que Bitcoin pour comprendre la cyclicité et pas justement aller un peu partout parce qu'à la fin, tu es juste encore plus perdu. Ah, c'est clair. Le bruit des réseaux sociaux, c'est quelque chose. Surtout dans les pics de volatilité, ouais, faut absolument couper, comme tu dis. C'est le pire des indicateurs, je pense, avoir son Twitter ou un Discord ouvert quand c'est en énorme volatilité. Ah tiens, en parlant de réseaux sociaux, il y a une question qui me vient. Est-ce que pour toi, un Twitter, enfin maintenant X, est hyper important pour un projet blockchain? Parce que j'ai l'impression que c'est là que se passe un peu tout. Et donc, je voulais savoir quelle importance tu donnais justement aux réseaux sociaux et principalement Twitter pour Block Unity, par exemple. Ouais, c'est assez essentiel en vrai, d'avoir un Twitter, un X en crypto blockchain en vrai. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une vraie raison? Je sais pas s'il y a une vraie raison. Je pense que c'est un peu là où étaient les OG aussi à la base. Il y a pas mal de choses qui se passent sur Twitter. Ouais, Twitter, c'est quand même, ouais, tout le monde a un Twitter. C'est marrant, j'ai rigolé quand tu as posé la question parce que j'ai vu passer un tweet, je sais pas, ça devait être il y a quelques heures, qui dit justement, gros red flag, si un projet crypto, il a, je sais pas, un TikTok, un Insta, un machin, un Discord, etc., mais pas de Twitter. Là, tu sais que c'est déjà, ça pue le scam. Alors, pas forcément, on généralise, mais c'est vrai que tous les projets crypto ont un Twitter, quoi. Aujourd'hui, c'est la première chose que tu ouvres. Ensuite, ton Discord, ton Telegram, mais ouais, assez essentiel aujourd'hui. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Bah, j'ai eu Chantal Lang, justement, que tu connais bien, qui justement me montrait que dans le sentiment de marché, suivre l'analyse du nombre d'abonnés Twitter et tout, c'était une donnée qu'elle utilisait pour voir justement s'il y avait de la traction sur tel ou tel projet. Ah, c'est vrai, ouais. Et justement, en parlant de marché, je voulais avoir un peu ton avis sur le marché actuel, vu que tu dois utiliser pas mal d'indicateurs aussi que de Block Unity. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, où on en est, si, comme beaucoup le disent, on a fini le bull market, après, pas de boule de cristal, personne ne peut le savoir, mais voilà, si on est plus dans une consolidation de mi-cycle avec le meilleur avenir, avec peut-être même une alt season, voilà, un peu ton avis global sur le marché crypto. Ouais, alors, vaste question, hein, très intéressante. C'est pas évident en ce moment le marché. On l'a vu, il a su nous surprendre de nouveau avec un ATH pré-halving, des choses comme ça qui sont jamais vues sur le marché. Donc, je pense qu'on est dans une correction assez, on va dire, normale, dans le sens où le marché avait pris beaucoup d'avance par rapport à son cycle traditionnel, justement avec ce nouveau point haut avant son halving, ce qui n'arrive pas généralement. Donc forcément, l'arrivée des ETF, un petit peu la dynamique de marché dont on a l'habitude de voir. Je pense pas que la vraie vague haussière soit passée encore. Je pense qu'elle est devant nous. D'après les données qu'on a et d'après mon sentiment personnel avec mon expérience, hein, je pense qu'elle est encore devant nous. Maintenant, pour moi, et ça c'est beaucoup, c'est dur de placer un terme là-dessus, mais pour moi, effectivement, on est dans un petit bear market actuellement. Dire un Bitcoin qui ne fait rien pendant des mois et qui descend doucement, de semaine en semaine, c'est un bear market pour moi. Parce que ça fait même souvent beaucoup plus mal qu'une grosse chute de moins 25% en une semaine et après on repart tranquille. Là, finalement, c'est le pire des cas de figure qu'on a. On a un Bitcoin qui ne fait rien pendant que des altcoins meurent à petit feu. Donc, pour moi, c'est un bear market. Donc on n'a pas fini notre cycle, sans doute pas. Est-ce qu'il a même véritablement commencé? C'est ça la grande question. Mais on a déjà subi une petite vague haussière, qui nous a permis de marquer un nouveau point haut, suivi d'un petit bear market dans lequel on se trouve là. Et est-ce qu'on aura du coup
cette nouvelle vraie jambe haussière sur la fin d'année, début d'année prochaine, sans doute. En tout cas, les données qu'on a portent à le croire. Mais ouais, il a son lot de surprises, ce cycle-là. On pourrait voir un petit peu ça comme un cycle 2013, je crois, si je ne dis plus de bêtises. Un cycle en 2 phases, quoi, avec grosse correction en plein milieu de cycle, et après on repart de plus belle. Quand les élections américaines seront passées, tout ça, parce que forcément, ça aussi, ça a un impact sur le marché, ça fait beaucoup de bruit. Les, les plans pour Bitcoin ne seront pas les mêmes en fonction des élections américaines, je pense, même si à long terme, ça n'a pas d'impact. Là, on parle vraiment de horizon 1 an, quoi, moyen terme tranquillement. Mais ouais, un marché compliqué en ce moment, et surtout pour les altcoins, qui continuent de creuser même plus bas pour certains que des pics Covid ou quoi. C'est assez impressionnant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une Bitcoin dominance aussi haute. Et je pense que beaucoup ne s'attendaient plus jamais à l'avoir aussi haute. Donc, sans doute qu'à un moment, notre cher alt season reviendra. Du moins, on aura quand même ces liquidités qui vont couler des high cap aux moyennes cap, aux petites cap. Comme ça se passe tout le temps, généralement. Après, on espère que ça se produit encore. Mais logiquement, tant que l'humain ne change pas, les marchés ne changeront pas non plus. Donc on attend de voir, mais les choses devraient se répéter. Et c'est juste que, comme d'habitude, comme tu l'as dit, le timing est très compliqué à avoir. Mais la cyclicité en elle-même n'a pas vraiment de raison de changer, quoi. Ok, ouais, mais je suis plutôt d'accord avec toi et je voulais aussi ton avis sur les élections US. C'est vrai que j'entends pas mal de personnes qui disent que justement ça peut être un peu le pivot justement en fonction de la personne qui passe. Ce matin, j'écoutais, c'est Mark Zeller du coup de AVE qui disait justement que selon lui, il fallait rester calme jusque-là et après que ça allait un peu dépendre de la personne qui allait passer. Si c'était plus Trump, on avait du coup, ça allait être plus pro-crypto et ça risquait de lancer le bull run. Et par contre, que Kamala Harris pouvait, elle, justement freiner un peu les choses. Donc, je vais avoir ton avis là-dessus. Et aussi voir si, selon toi, est-ce que, vu qu'on est vraiment dans l'écosystème crypto, est-ce qu'on donne pas peut-être un peu trop d'importance à cette élection américaine en mettant peut-être un peu trop le zoom dessus alors qu'en fait, ce n'est peut-être qu'une toute petite partie de l'élection. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis à la fin. Sans doute, on ne devrait pas trop donner de crédit non plus à ça, même si ça a un impact, c'est certain. Mais comme toutes les news, ça risque d'avoir un impact court terme et sur quelques semaines. Maintenant, ce qui se passe après derrière, voilà, on ne sait jamais, et c'est pas une news, même celle des élections, qui fera le marché pour moi dans un an. Forcément, si on a un Trump aux US, pour nous, ça, dans l'écosystème, ça risque d'accélérer des choses. Parce que, voilà, comme tu l'as dit, pro-crypto, bref, même si c'est que des arguments politiques pour lui, même si au fond, ils s'en fichent quoi, ça, on n'est pas là pour en juger, mais si dans les faits, il y a des arguments pro-crypto, bon, bah, ça fera évoluer le marché, sans aucun doute. Alors que le côté Harris, c'est effectivement beaucoup moins rose pour la crypto. Mais encore une fois, c'est de la politique, les choses mettent des plombes à se mettre en place. Même si demain Trump ne passe pas, c'est pas pour autant qu'il faut remballer ses bagues en crypto et quitter l'écosystème. Il n'y a pas de. Voilà, c'est juste une dynamique court terme pour moi, quoi. Donc, si Trump passe, tant mieux pour l'écosystème crypto. Peut-être que ça lancera un bull run plus tôt et plus efficace. Mais après, ce sera que partie remise, quoi, à mon sens. Non, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, le seul élément qui me fait un peu douter, c'est peut-être le fait que Camille Harris veulent taxer les gains non réalisés. Ça, je pense que ça peut mettre vraiment une vraie baffe parce que forcément, mais je pense même sur les marchés traditionnels comme la bourse, toutes les personnes qui auront beaucoup d'argent, si tu dois te faire taxer et surtout sur un marché aussi volatile que la crypto et d'ailleurs te prendre à moins 80% alors que tu as payé les taxes dessus, c'est vrai que je pense que là, ça peut nous emmener dans un sacré bear market. Ouais, non, mais complètement. Mais après, voilà, c'est ce qu'on dit. Ça reste la politique et une ligne
sur une intention, quoi. Après, qu'est-ce qui sera fait dans les faits? Ouais. On va pas parler politique, mais ce serait quand même compliqué, je pense, de mettre cette mesure en vigueur, quoi. Donc, à voir. Ok, et je voulais aussi avoir ton avis sur l'impact tu en as déjà un peu parlé, mais l'impact des ETF spot crypto qui sont arrivés, qui vont peut-être arriver sur d'autres cryptos justement que pour l'instant Ethereum et Bitcoin, et aussi tout ce qui allait avec, c'est-à-dire l'arrivée encore plus massive, même s'ils sont déjà là, des institutionnels avec BlackRock. On sait que BlackRock est très surveillé, et ouais, on va dire c'est une de mes petites peurs, c'est que justement si BlackRock vampirise un peu trop de la supply de Bitcoin, que si BlackRock se met à vendre, ben, que ça puisse être amplifier justement les mouvements de prix. Parce que justement, tout le monde se dit c'est BlackRock. Si BlackRock vend, c'est peut-être 15% du supply. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se mettre à vendre? Donc, je voulais ton avis un peu aussi sur cette partie-là. Ouais, pareil, c'est un sujet, comme la condition de marché, c'est un sujet avec une vidéo à part. Tellement il y a de choses à dire là-dessus, mais ouais, l'impact, il est quand même vraiment fort. C'est quelque chose d'important qui transforme un peu le marché, ces ETF. Ça apporte son lot de bonnes choses et aussi de choses un peu plus compliquées à gérer. Dans les bonnes choses, tu vas forcément avoir tout l'aspect crédibilité. Voilà, c'est quand même là, ça permet une adoption quand même bien plus large des cryptos, plus rapide et ça apporte de la légitimité au secteur, chose quand même dont on avait vraiment besoin. Ensuite, ça apporte de la liquidité, il n'y a pas de surprise. Forcément, avec des fonds qui vont venir investir sur le marché, bah, ça peut ouvrir quand même des nouvelles portes et des nouveaux enjeux pour les cryptos. Maintenant, ouais, justement, ça le permet à des fonds et des gens d'investir plus facilement sur les cryptos, donc ça peut être une bonne chose pour les performances. Mais en même temps, est-ce qu'on va avoir des perfs de malades comme on a pu en avoir les années précédentes? La question se pose vraiment, parce que des fonds qui gèrent des centaines de millions, voire des milliards, ils vont pas attendre un 400% pour prendre leurs bénéfices, quoi. Donc, forcément, ça va sans doute réduire à moyen long terme la volate du marché. Ça risque de le stabiliser, ce qui est quand même plutôt une bonne chose, de stabiliser le marché. Mais la question des performances futures du marché, elle se pose vraiment. Et je pense pas qu'on va avoir la réponse tout de suite parce que c'est des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Mais ouais, après, comme tu disais, avec BlackRock qui vampirise le marché, ça, c'est des choses un peu négatives, hein, parce que ça vient casser un peu l'objectif premier de Bitcoin, qui est quand même la décentralisation. Voilà, là, tu te retrouves avec un acteur qui a, comme tu dis, ouais, qui vampirise, c'est vraiment le bon mot. On avait déjà des petits acteurs comme MicroStrategy ou quoi qui faisaient leurs emplettes régulières sur le marché, mais quand tu vois un BlackRock qui arrive et qui en quelques mois te bouffe à 5% de la supply, c'est vrai que pareil, on peut se poser la question de où est-ce qu'on en sera dans 2-3 ans, quoi. Mais c'est vrai, c'est des sujets très intéressants et justement, ça va valoir le coup de suivre tout ça les prochaines années, c'est certain. Ok, du coup, un autre sujet, je voulais que tu me dises selon toi quels étaient les narratifs qui allaient, on va dire, avoir le plus de traction lors de la phase haussière que l'on espère tous et que on attend tous. Est-ce que tu penses plus que le marché a de la mémoire et que ça va être un peu les mêmes que sur la première montée avec par exemple RWA, Depin et IA, ou est-ce que tu vois d'autres narratifs sortir, comme par exemple la DeFi avec l'arrivée des institutionnels qui peuvent justement vouloir chercher des rendements assez sûrs, entre guillemets, par exemple dans des protocoles comme AVE, et du coup se dire, et du coup peut-être acheter des jetons AVE et faire repartir la DeFi en faisant augmenter la TVL. Ouais, écoute, je suis assez de cet avis. En fait, pour moi, la vraie narrative, ça va être finalement cette adoption institutionnelle, si on peut l'appeler comme ça. Donc un petit peu voir vers quoi vont se diriger les instis. Et c'est ce qui risque de donner un petit peu
la vraie future tendance. Donc, tu parlais des RWA. Pour moi, c'est effectivement, voilà, cette tokenisation des actifs traditionnels, c'est clairement un premier point à vraiment garder à l'œil parce que les instis s'y intéressaient quand même doucement. Ça reste quelque chose qui est un peu dans leur périmètre. Donc, forcément, par déduction, c'est quelque chose qui peut vraiment percer. Surtout que le RWA, ça a quand même une petite capitalisation aujourd'hui. Donc, si tu as des acteurs qui arrivent avec des très gros billets, ouais, c'est clairement quand même une dynamique qui peut être vraiment forte. Cette partie, ouais, DeFi 2.0, qu'on aimerait bien voir de nouveau au top des tendances, ça pourrait effectivement clairement être un sujet parce que finalement, ces nouveaux acteurs qui arrivent sur ce marché-là, ils sont un peu comme nous il y a 5-6 ans, quoi, en fait. Ils arrivent, ils placent leur habit tranquillement, ils en ont plein le coffre et après, ils veulent le faire, ils veulent trouver leur petit rendement sur tout ça. Donc, ça peut les faire s'intéresser aussi à la DeFi, mais est-ce que ce serait vraiment là à court terme, enfin, du coup, à court moyen terme pour ce cycle-là? Je suis peut-être pas sûr. Sûrement qu'ils vont commencer à s'y intéresser, mais est-ce que ça va être le vrai engouement? Peut-être pas. Je vois plus ça sur l'horizon, allez, 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Plus loin, quoi. Le temps qu'ils aient tranquillement, qu'ils soient montés en compétence sur le sujet. Et puis, forcément, le secteur IA, je pense que c'est une des tendances qu'on ne peut plus passer à côté aujourd'hui. Parce que ça apporte tout son lot de nouvelles choses. Et qui dit IA dit indirectement secteur d'épines, donc des infrastructures décentralisées. Si on veut faire un début de quelque chose de décentralisé sur l'IA, il nous faut autant surfer à fond la dynamique de la décentralisation et prendre des infras qui sont aussi décentralisées. Donc ça passera par la dépine, mais qui me semble déjà bien installé. Pour le coup, sans doute qu'il va grandir, mais est-ce que beaucoup de nouveaux acteurs vont avoir leur place dans cette narrative-là du dépine? Je suis moins sûr que du RWA, par exemple. Ok, très intéressant. Mais je suis plutôt d'accord avec toi que ça va être sur ces quatre-là. Moi, je suis plus RWA parce que je trouve qu'il y a réellement une synergie pour tokeniser les actifs. Il y a besoin de la blockchain et ça apporte de réels avantages. Ça réduit les coûts, les intermédiaires, c'est plus rapide. Enfin, il y a plein d'avantages derrière. L'IA, moi, c'est plus parce que je trouve que le marché a de la mémoire et vu que ça a déjà été sous le feu des projecteurs, ça va revenir. C'est vrai que j'ai du mal à voir cette synergie justement parce que je trouve que l'IA, ça demande principalement de savoir traiter beaucoup de données et beaucoup d'argent, ce qui est plus facile à faire quand c'est centralisé. On peut dire que c'est un peu une contre-arme pour éviter justement la centralisation de l'IA et que quelqu'un ait trop de pouvoir. Mais hormis ça, j'ai du mal à voir la réelle utilité que peut avoir l'IA. Après, on peut voir, si on va un peu plus loin, peut-être tout ce qui est GPU décentralisé. Mais là encore, est-ce qu'ils ont assez de machines? Souvent, on voit que c'est des machines qui sont déjà sur AWS, donc ils te promettent des coûts inférieurs. Mais vu que c'est les machines qui sont déjà sur quelque chose qui est plus gros, ça paraît compliqué aussi d'être compétitif. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de travailler ça, mais moi, c'est vrai que c'est plus le RWA où je vois qu'il y a un réel sens et du coup, c'est aussi un peu plus simple de tenir les positions sur quelque chose où tu te dis, il y a un sens, il y a des avantages, ça va arriver, il y a pas mal d'acteurs qui vont dedans. Moi, personnellement, qui travaille dans les banques, je vois qu'il y a des banques qui commencent à se mettre en blockchain, en tokenisation. Alors, c'est vrai que l'IA, je me dis, c'est peut-être plus juste une hype qui va arriver sur les prochaines années, mais qui n'a peut-être pas forcément d'intérêt à être intégré à la blockchain, ou alors je ne vois pas encore forcément les réels avantages ou la réelle synergie que ça apporte. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord avec ça, ouais. Oui, clairement une grosse hype. Alors à quel point elle sera concrétisée les prochaines années, ça l'avenir nous le dira. Mais ouais, pour moi, IA et blockchain, c'est deux domaines complètement distincts. Ils sont vraiment indépendants. Maintenant, ils sont complémentaires sur plein de choses. Je pense que l'IA, elle peut justement apporter plein de choses dans la gestion, la qualité de la donnée, la sécurité, des choses comme ça. Et pardon, je veux dire, la blockchain peut apporter des choses justement dans le fait de comment on gère la donnée, etc., qui est nécessaire à l'IA. Mais après, voilà, ça reste deux domaines quand même
peuvent faire leur bout de chemin l'un sans l'autre, quoi. Ok, et je voulais savoir aussi, toi qui avec Block Unity peut suivre pas mal d'écosystèmes, si tu avais des écosystèmes peut-être qui ressortaient un peu plus, est-ce que tu vas avoir tendance à regarder plus les gros fondamentaux comme Ethereum, qui a un peu du mal à performer avec ses Layer 2, mais qui est quand même très solide et avec plein d'indicateurs qui te montrent que c'est là qu'il y a le plus de TVL, c'est là qu'il y a la DeFi, c'est là qu'il y a les DApps, c'est là qu'il y a les développeurs. Peut-être un Atom Cosmos où bon, le jeton principal a du mal à capter la valeur, mais on voit que leur SDK il est utilisé par énormément de protocoles injectifs. Il y avait la BNB Chain, Axelar, Celestia et j'en oublie plein d'autres. Ou est-ce que tu vas aller plus et plus suivre là où il y a de l'attraction, comme par exemple Solana ou encore même Coinbase, même si pour l'instant l'écosystème de Base, on n'en a un peu entendu parler au début, on n'a pas encore vu de grosses explosions. Ouais. Alors, c'est clair que chaque écosystème a un petit peu son lot de choses à voir, son lot de bonnes choses et son lot de moins bonnes, on va dire. Ouais, Solana, tu le dis, ça a une traction assez phénoménale quand même. Il y a des communautés très engagées dans cet écosystème-là, donc ça lui donne une force très importante sur le marché. Cosmos, qui est un écosystème technologiquement très qualitatif sur le point techno, mais justement qui pêche beaucoup plus, comme tu l'as dit, au niveau de son token principal. Donc, ça entache quand même un petit peu, je trouve, la chose au niveau marketingment parlant, on va dire. Parce que si ton leader d'écosystème performe pas, c'est pas très propre pour le reste. Mais tu as des très bons projets qui se développent dessus. Tu disais Injective, pareil, ouais, c'est quelque chose technologiquement qui tient la route. Il y a une grosse communauté derrière. Les perfs du jeton sont plutôt bonnes, plutôt appréciables malgré la condition de marché. Donc, ouais, je trouve en fait, ce qui est important peut-être, c'est finalement ça, c'est pas se limiter à un actif de l'écosystème pour te faire un avis sur tout ce qu'il y a derrière. Parce que finalement, si tu regardes Cosmos et tu regardes le prix de l'atome, tu te dis, ouais, laisse tomber, c'est quoi cet écosystème qui pue là, mais alors qu'il y a des bons projets derrière. Et je pense qu'il y a d'autres écosystèmes qui sont vraiment bouchés, où là, par contre, ça commence à devenir un peu trop n'importe quoi, à mon sens. Là, c'est plus Ethereum, mais ça, on est habitué quand même depuis quand même quelques années. Tu te remets, même il y a 2 ans, et que 70% des tokens étaient sur Ether, quoi, et passaient sur Ethereum, quoi, même si c'est peut-être même encore le cas maintenant. Mais où tu as trop de layer 2, par exemple. Enfin, pour moi, tu vois, si tu devais me demander une narrative dans laquelle je ne miserais pas, ce serait les layer 2, par exemple. Parce qu'il y en a trop, je dirais, à un moment. Sûrement qu'ils apportent tous une petite stack technologique en plus ou un petit quelque chose, mais là, quand même, des layers 2, t'en vois à foison qui arrivent de partout. C'est quand même too much pour moi. Donc ça, pour moi, c'est les écosystèmes un peu moins quali, on va dire, en ce moment. Mais ouais, tu peux avoir des choses nouvelles avec Base. On va voir comment ça se développe. Avec Linea, des trucs comme ça. Ouais, on peut voir, mais est-ce que vraiment ces nouveaux écosystèmes, ils vont vraiment percer par rapport aux choses qui sont déjà clairement bien en place aujourd'hui et qui ont déjà plus d'un cycle dans les dents et qui ont pu justement survivre tant bien que mal euh, au marché, aux dernières années de marché. Je pense qu'il y a des projets en fait où les dernières années, les ont solidifiés malgré que ça ne se voit pas encore aujourd'hui dans le prix. Je pense que des projets qui sont encore là aujourd'hui et qui arrivent à se financer et qui génèrent des revenus, ça va être une force pour la suite. Et c'est peut-être des choses on va pas s'y attendre, on va pas trop les voir venir et, euh, et justement, c'est peut-être des actifs que les institutionnels vont peut-être avoir plus tendance à regarder parce il y a de l'historique, il y a du passif, il y a des teams qui savent gérer la cyclicité de marché, etc. Donc, ouais, est-ce que ça peut pas être des protocoles qui sont dans des écosystèmes qui n'ont plus toute la lumière d'autrefois, mais
qui seront quand même le futur des prochains mois, c'est pas impossible, je pense. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que je regarde aussi la rentabilité des projets. C'est pour ça, par exemple, que j'ai pas mal de Chainlink. En plus, il y a le côté RWA qui est derrière. Donc, je me dis, il peut même avoir de l'attraction en plus du fait que ce soit un projet posé, indispensable. Même du AVE aussi, qui pour moi est très solide et génère des revenus. Et sur les layers 2, je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve qu'il y en a trop, mais je trouve surtout le problème, en tout cas d'un point de vue investissement, c'est qu'il y a ce côté tokenomics avec des libérations énormes de jetons. Et du coup, c'est quasiment impossible de faire une bonne performance. Et en plus, le côté où toute la valeur a été capturée par les VC avant, du coup, tu arrives avec des valorisations des 10-15 milliards et forcément, ça ne peut que tomber parce que les personnes qui sont en fois 50, comme nous, ils vendraient. Exactement. Oui, non, mais c'est devenu des VC tokens qui sont complètement surévalués à leur listing. C'est complètement intenable. Et c'est presque du foutage de gueule, tu vois, des fois sur certains layers qui arrivent après d'autres layers qui se sont complètement fait dégommer à leur listing. Et ils arrivent avec la même tokenomics, quoi. Je veux dire, tu te dis, putain, les mecs, quand même, ils font aucun effort, quoi. Je veux dire, ouais, des fois, t'as l'impression vraiment, c'est du foutage de gueule pour dumper sur les, sur les nouveaux entrants, ou du moins sur les petites mains qui vont être sensibles aux effets marketing et qui vont servir d'exit liquidity au VC, quoi. C'est vraiment dommage, ça. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur ça. Du coup, on va arriver sur l'avant-dernière question de l'interview. Ce serait quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné? Alors, c'est pas forcément d'un point de vue investissement, hein, c'est de manière globale. Est-ce que tu as un conseil qui te revient comme ça? Je pense que ce serait de constamment savoir s'adapter et de ne pas t'enfermer dans une seule vision. Parce que surtout dans ce milieu crypto qui évolue tellement rapidement, il ne faut pas s'accrocher à une idée initiale ou une stratégie vraiment fermée, quoi. On peut toujours s'en tenir à sa stratégie, ça on le dit souvent en trading, mais si tu veux vraiment entreprendre ou du moins t'en sortir à long terme sur le marché, il faut savoir rester flexible, c'est hyper important. Et finalement, nous, c'est aussi ça qu'on retransmet dans Blockity, quoi. On évolue constamment, on intègre des nouvelles données, de nouvelles sources, des nouveaux outils nécessaires aux dynamiques actuelles du marché crypto. Donc, ouais, rester flexible, pas avoir peur de faire des erreurs en chemin, parce que c'est ça qui va vraiment t'apprendre des choses pour la suite et qui va solidifier finalement ton projet, ta vision, les choses que tu as envie de transmettre. Et, ok, bon conseil. Bon conseil. Il n'avait pas été encore dit celui-là, mais très bon conseil. Et du coup, la dernière question, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir sur la chaîne et pourquoi ce choix? Alors moi, je vais te citer un vieux OG, un bon trader OG aussi, qui est Matt Labalaine. Parce que pour moi, c'est un mec qui a vraiment une grosse expérience de marché, qui n'a pas peur d'avoir un avis parfois bien tranché sur certaines phases de marché ou sur certaines positions. Et il est assez discret, en vérité, on va dire, au global, mais justement, il a une grosse expérience de marché et en plus, il touche aussi à du trading traditionnel, etc. Donc, il a même il a un scope même assez large sur les choses plus macro, on va dire. Donc, c'est vraiment un profil intéressant sur l'aspect trading. Pour le coup, c'est un trader. Plus OG, donc ouais, c'est un profil intéressant, je trouve. Ok, non, mais bonne idée. C'est vrai que c'est une personne que je suivais un peu lors du précédent bull run, donc ça peut être intéressant de l'avoir sur la chaîne. Bonne idée. Du coup, on arrive sur la fin du format. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Bon, écoute, on a bien fait le tour. Les questions étaient vraiment intéressantes. Il y a des choses qui auraient mérité, comme dit, on pourrait en parler pendant une heure juste sur une seule question. Mais merci encore pour ton invitation. Et puis non, c'était vraiment un plaisir d'échanger tranquillement là-dessus. Merci à toi aussi d'être venu sur la chaîne. C'est vrai que ce format, moi, c'est quelque chose que je suis content d'avoir mis en place parce que ça me permet de rencontrer des personnes internes à l'écosystème, d'avoir
vraiment des visions différentes et pas que forcément d'un YouTuber qui écoute les différentes actualités. Et là, j'ai des personnes, que ce soit des validateurs, des personnes dans des échangeurs décentralisés, des personnes dans la data. C'est vrai que ça permet vraiment d'avoir, même de s'améliorer et de se challenger un peu à chaque fois. Donc vraiment, je ne regrette pas ce format d'interview. Bah, tu as bien raison. Non, franchement, c'est une très bonne démarche. Et puis d'ailleurs, bah, si je peux le caser, si tu me permets, justement, là, avec Blocknity, je vais lancer notre chaîne YouTube où on fera justement, on va permettre aux gens de mieux comprendre certaines données. On va faire, on va se dire, des trucs un peu tutoriels sur certains graphiques on-chain et certains indicateurs techniques, justement, pour que les gens puissent apprendre à mieux se tirer sur le marché avec ces données-là. Donc, si jamais, ce sera un plaisir d'accueillir ceux qui veulent y voir un peu plus clair sur toutes ces données-là. Ok, bah, j'irai jeter un coup d'œil là-dessus. Bah, merci beaucoup à toi et au plaisir de se refaire ça même plus tard quand on sera dans plein bullrun. Carrément, on mettra ça, ouais, avec plaisir. On arrive sur la fin du format, donc déjà, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas non plus à aller suivre Block Unity sur leurs réseaux sociaux comme leur Twitter. Ça leur donnera de la force et ça vous permettra de suivre ce projet de l'écosystème crypto. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Pour résumer un peu l'interview, on a parlé du marché où Antoine pense aussi qu'avec les différents indicateurs qu'il utilise, un bull run est à venir. Il nous a parlé de différents indicateurs qui nous permettent de timer mieux nos entrées et nos sorties et d'essayer de trouver les tops et les bottoms de bull run. Et on a aussi parlé des différents narratifs et écosystèmes à suivre. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.